Salut les amis! Aujourd'hui on va parler art et philo face à la maladie psychiatrique. Comment s'extraire du silence, rendre visible ce qui est invisible, s'exprimer pour avancer vers le rétablissement. Et je suis dans ma folie bébé, je pense à toi dans la nuit. Y'a que toi qui me fais sourire, de toutes c'est toi ma favori. Et je suis dans ma folie bébé, je te veux dans ma story. T'es à moi ma jolie, t'es ma drogue, t'es mon héroïne. Je suis dans ma folie, oh là là, je suis dans ma folie. Je suis dans ma folie bébé, je te veux pour toute la vie. On va partir du début. Ce que Freud appelle la sublimation, c'est la sublimation. Un processus complexe par lequel la pulsion déviée de son but sexuel se met à la disposition d'un but culturellement et socialement valorisé. C'est-à-dire qu'on a tous une libido, pour employer le terme de Freud, moi j'appellerais ça plutôt l'énergie vitale, que l'on peut déployer à travers des activités artistiques ou culturelles. Pourquoi ? Parce que cette énergie vitale, ou libido, quand elle n'a pas d'objet, elle se transforme en angoisse. Cependant, je ne vais pas te faire un cours de psycho ou de psychanalyse, parce que je n'ai pas fait d'études concernant la psychanalyse ou la psychologie. Et parce qu'au niveau connaissances objectives et théoriques et scientifiques, je suis à peu près aussi douée que Nabila qui essaye de trouver les titres de ses livres classiques. Marcel Pagnol a écrit La gloire. La gloire ou la mort? Non, La gloire de mon père. Beaumarchais a écrit Le barbier de. Barbès. Merci Nabila, tu nous mets toujours de bonne humeur. Le problème du langage courant, c'est qu'on utilise tous les mêmes mots, mais que ces mots recouvrent une réalité, une expérience et un vécu différent pour chaque personne. Nietzsche disait « chaque mot est un préjugé ». Par exemple, si je dis table, vous allez penser à une table, je vais penser à une table, mais on n'aura absolument pas la même pensée. Peut-être avez-vous déjà dit « les mots me manquent »,« on ne me comprend pas »,« tu ne sais pas ce que je vis ». Et bah tout ça c'est normal de le ressentir. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle du langage et des étiquettes. C'est parce que quand on est dans une souffrance psychique, ou physique, mais là il s'agit de souffrance psychique, on a un ressenti qu'on croit parfois indicible, invisible, qu'on ne peut pas partager avec le langage courant aux autres. On se sent donc très très incompris. Je suis sûre que vous voyez de quoi je parle. Je vous en ai parlé à la vidéo précédente, les diagnostics sont des étiquettes. Comment se comprendre, se faire comprendre et s'exprimer de façon à ce que l'autre puisse être en empathie, en compassion avec ce que nous on vit. Bah, je vais te le dire, c'est l'art, A-R-T. C'est l'art qui va permettre de rendre visible l'invisible, dissible l'indicible. La poésie, la littérature, l'audiovisuel, la sculpture, la peinture, tout ce que vous voulez, avec des formes, des couleurs, des façons de photographier, des façons de dessiner, des façons de peindre, des métaphores, des mots suggérés, des accords de rythme, des allitérations, etc., etc. En bref, on entre dans le champ de l'art et de l'imaginaire. Toute représentation artistique est totalement singulière et propre à une personne qui l'a créée. Grâce à toutes ces pratiques artistiques, on transmet des émotions qui semblent se rapprocher beaucoup plus de notre vécu intérieur, de notre sentiment. Par exemple, quand Mozart ou que sais-je, Verdi écrit sa musique, hein, et qu'aujourd'hui, nous, on écoute sa musique, quand on a les larmes aux yeux, bah là, l'art a réussi là où le langage a échoué. Parce qu'avec l'art, on évoque, on transmet, on donne à voir. Avec la poésie, par exemple, on peut suggérer, laisser imaginer, laisser fantasmer, et de cette sorte transmettre l'émotion. En 2 points. Avec l'art, on peut 1. Se libérer, extérioriser. Chose importante, donner une forme à sa souffrance. Numéro 2. Tenter de faire saisir à l'interlocuteur des émotions, quelque chose qu'on a à l'intérieur de soi. La musique, par exemple la poésie, avec les allitérations, les métaphores, voilà, on suggère,
On laisse penser, on laisse imaginer, et là on a quelque chose qui peut tendre vers une bonne compréhension d'un sentiment d'une personne A à une personne B. Je ne vais pas te faire la liste exhaustive de toutes les personnes artistes connues ayant des troubles psychiques, mais je crois qu'on sait tous que la liste est longue. Pour toute personne souffrant de troubles psychiques, la création artistique peut vraiment être un exutoire génial, et d'ailleurs c'est pour ça que quand on est hospitalisé en psychiatrie, il y a très souvent des ateliers art-thérapie, ergothérapie, et voilà, c'est pas pour rien. Après, on n'a pas tous l'ambition de devenir Van Gogh, mais j'ai envie de vous dire, tout ce qui est talent, génie, capacité, on s'en fout un peu. Juste, faut le faire pour se faire du bien, et aller mieux, et puis voilà, la création artistique, elle est accessible à tous. Moi j'ai écrit 4 livres, dont 2 sont publiés, les autres sont en attente. Et je sais pas si j'avais pas été malade, peut-être j'aurais pas du tout écrit, peut-être j'aurais écrit autre chose. Mais en tout cas, voilà, cette maladie, moi j'ai décidé de lui donner une forme. D'ailleurs, mon 2e livre, intitulé Rendez-vous dans 10 ans, parle justement de la rémission, du rétablissement de ces patients grâce à l'art, grâce à la sublimation en général. Comme je vous parle de mon 2e livre, je vais aussi parler du premier, l'histoire d'une adolescente alcoolique qui ne trouve pas sa place dans un monde qu'elle trouve si injuste. Je vais donner un conseil à ceux qui veulent se lancer dans la vidéo, le cinéma, la littérature, c'est que vous avez déjà quelque chose que les autres n'ont pas. Vous avez décidé de le faire. Parce qu'il y a plein de gens qui se moquent ou qui critiquent les productions des autres. Généralement, c'est des gens qui, eux, font pas grand-chose. Combien de personnes trouvent des excuses pour ne rien faire d'artistique parce qu'ils pensent pas être le génie du siècle? Juste faites. Faites. La qualité du résultat de votre production n'a pas une importance gigantesque. L'important c'est voilà, que tu te sois fait du bien à le faire et peut-être ça fera du bien à des personnes de recevoir ton œuvre d'art. Mais on peut pas savoir à l'avance. Donc l'art, c'est chouette. Parlons maintenant de la philo. Pourquoi j'ai associé ces 2 trucs-là dans la même vidéo? La philo qui d'ailleurs ne s'écrit pas avec un F. Tu annonces la météo. C'est quoi ma lettre? PFF. C'est un temps extrêmement pathétique sur l'ensemble du... F. F. Ah mais je joue jamais moi ici, hein. Non, mais Tu fais les lettres que tu veux, Nabila. C'est où le truc? Ah, alors c'est un temps extrêmement philosophique sur l'ensemble du pays. On t'en veut pas, Nabila. La philo, son objectif principal, du moins pour les philosophies qui se respectent, c'est très simple, c'est de vivre mieux. Je peux te dire qu'à une période de ma vie où j'étais très anxieuse, très dépressive, entourée de philosophes, à 17 ans, je fais 2 rencontres très importantes. La rencontre de la philo et de mon enseignante de terminale, qui est juste merveilleuse et qui me fait aimer la philo de ouf. Et depuis, je n'ai pas quitté la philo. Et je n'ai pas quitté mon enseignante non plus, avec qui je suis toujours amie depuis... ça fait 8 ans. Mais alors, en quoi la philo m'a aidé à affronter la maladie psy? Je vais prendre 3 auteurs que j'aime bien. Schopenhauer, Nietzsche et Rousseau. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour Schopenhauer, sa théorie c'est que dans la vie, l'homme désire encore et encore. Et qu'il n'est jamais satisfait parce que quand il a ce qu'il veut, il veut déjà autre chose. Pour Schopenhauer, l'homme est condamné à être malheureux parce qu'il désire. Mais attendez, dans notre société, où on nous donne une seule version de l'histoire, Schopenhauer, ça fait du bien. La vision que notre société nous impose sur la souffrance, c'est la suivante. Pense positif, bouge-toi, et un peu de volonté. Souris à la vie te sourira, etc., etc. En gros, tu es responsable de tes problèmes, donc tu es coupable si tu vas mal. Donc pourquoi Schopenhauer, ça fait du bien? Parce qu'on a le droit de souffrir, on a le droit d'être malheureux, puisque c'est la condition plus ou moins inhérente à la condition humaine. Donc ça permet de se soulager un peu du poids de la culpabilité que la société nous met sur les épaules. À ce moment-là, avec Schopenhauer, que je me donne le droit de souffrir, d'aller mal. Après, Schopenhauer est quand même très pessimiste. Je suis pas forcément d'accord avec toute sa philosophie, d'ailleurs que je ne connais pas exhaustivement d'ailleurs,
Cette posture-là par rapport à la souffrance, ça permet de lâcher un poids, de poser 50 kilos de culpabilité par terre, quoi. Passons à Rousseau. J'avais travaillé en terminale ou en fac, je sais plus, sur un texte sur l'imaginaire. Et Rousseau te dit « Le pays des chimères est le seul digne d'être habité ». Qu'est-ce que ça veut dire le pays des chimères? C'est le pays des rêves, de l'imagination, du fantasme. Et pour Rousseau, la vie et la réalité étant tellement crues, froides et désagréables qu'il faut bien trouver un moyen de s'échapper de cette réalité de merde. Là où Rousseau et Schopenhauer se retrouvent, c'est que la vie sur Terre, c'est quand même beaucoup de souffrance. Mais pour Rousseau, il y a un moyen de fuite dans l'imaginaire, le rêve. Comme exemple, le simple fait d'attendre Noël est généralement plus jouissif que Noël en lui-même. Mais alors, que dit la doxa? La doxa, c'est l'opinion couramment répandue, sur le fait de vivre dans son imaginaire. Selon moi, ce qui dit dans l'opinion populaire, c'est souvent beaucoup de conneries. J'ai rien contre la pratique de la méditation, mais il y a une espèce de dictature du présent qu'on a tous un peu intériorisé, et en gros, on peut pas être heureux dans le présent parce qu'on est en train de s'imaginer quelque chose qu'on rêve ou qu'on fantasme. Il faut être là à 100% au moment présent, ne pas revivre de souvenirs, ne pas anticiper l'avenir. On nous vend l'instant présent comme le bien ultime. Qu'on prenne 20 minutes par jour pour méditer, qu'on prenne son café en le savourant à 100%, c'est super bien. Mais si tu fais du moment présent une doctrine, et quasiment une dictature, bah là oui, c'est la fin de l'imagination et de l'art. Et je reviens à mon année de terminale. J'étais extrêmement dépressive et angoissée. Et le fait de vivre dans mon rêve, j'avais un rêve où je me dis un jour j'aurai une maison à la campagne, j'aurai un chien. Et voilà, ce rêve-là m'a permis de traverser le présent sans trop penser au présent. On pourra me moraliser sur le fait que je vais être déçue le jour où je me rendrai compte que mes rêves se réaliseront pas. Mais j'ai pas besoin que mes rêves se réalisent pour les vivre dans mon imaginaire. Et ça, même si c'est dur à entendre, c'est la vérité. Les gens sont nombreux à me moraliser quand je dis que j'aime vivre une partie de ma vie dans mon imaginaire. Mais je ne suis pas complètement folle. C'est bien ce que Rousseau, un philosophe largement étudié à la fac et en lycée, qui le dit. Je suis pas folle. Mais ce n'est pas la question de ma folie, mais tous les artistes et les philosophes sont généralement assez névrosés et ou psychotiques pour devenir artistes et philosophes. Maintenant, on va parler de mon philosophe préféré, que j'appelle Tonton Nietzsche. Tonton Nietzsche, c'est le philosophe qui aime la vie et qui te transmet l'amour de la vie. Je ne vais pas vous faire un exposé sur la philosophie de Nietzsche, parce que j'ai sûrement pas assez étudié ça à la fac, et que j'ai pas forcément le temps de le faire sur cette vidéo-là. Et aussi parce que je suis pas sûre d'avoir compris tout ce qu'il a écrit. D'ailleurs, je pense que lui-même non plus n'a pas compris tout ce qu'il avait écrit. L'idée de Nietzsche, c'est de te dire, si un petit génie, un malin génie te propose de revivre toute ta vie à l'infini, est-ce que tu accepterais de tout revivre? Et selon Nietzsche, celui qui aime vraiment la vie accepterait qu'elle recommence à l'infini. C'est ce qu'il appelle l'éternel retour. Et pour lui, quelqu'un qui aime vraiment la vie doit pouvoir accepter de tout revivre. Et l'idée derrière ça, c'est que si tu veux, t'as souffert, tu souffres et tu souffriras. Tu as aimé, tu aimes et tu aimeras. C'est autant pessimiste qu'optimiste. Deuxième notion, l'amor fati, amor fati, du latin qui veut dire aimer ton destin. C'est-à-dire que peu importe la conception du destin que tu as, aimer la vie, c'est aimer ton destin. Ton destin, c'est ce qui t'arrive, sur lequel tu n'as pas de prise. Pour lui, il faut aimer la vie, aimer les souffrances, aimer les joies, tout vivre et être prêt à tout revivre parce qu'on aime plus que tout de la vie. C'est comme un peu l'image de cette petite plante. Tu l'arroses, tu mets du soleil et la plante qui s'expand comme ça. Et pour Nietzsche, la vie est une expansion. Pour Nietzsche, le bonheur n'est pas un objectif de vie. Parce que dans la vie, de façon inévitable, il y a de la souffrance, du malheur, et des joies et du bonheur. Et c'est toujours un cycle comme ça. Avec Nietzsche, on est beaucoup sur les cycles. On fait d'aimer la vie,
Aimer la vie, c'est accepter qu'il y a une part de purement tragique dans l'existence. Cette part-là de la vie, tu dois l'aimer. Pour Nietzsche, la poursuite du bonheur est complètement stupide. Je vais même plus loin, il dit que c'est pour les faibles. Les faibles. La vie des hommes est faite de moments de bonheur qui ne durent pas éternellement. Ce qui veut dire qu'on n'a pas de prise sur l'émotion qu'on ressent. Autre raison pour laquelle chercher le bonheur n'est pas vraiment un but louable, c'est que le bonheur n'est pas une valeur. C'est un état temporaire. Pour Nietzsche, la valeur, il faut la créer. Et qui est à même de créer de la valeur? Le créateur, l'artiste, le philosophe libre. Il faut, pour Nietzsche, créer de nouvelles valeurs. Et donc, pour Nietzsche, le dernier homme, c'est un peu la figure du consommateur abruti qui cherche son petit bonheur présent en s'illusionnant totalement, puisque de toute façon, en fait, il n'a pas de prise sur ce bonheur-là. C'est le dernier homme. Et le surhomme, c'est le contraire. C'est celui qui a accepté que tout allait revenir à l'infini, qui n'est pas aliéné par l'idée de courir après le bonheur, et qui a accepté l'éternel retour, et qui revivrait sa vie à l'infini, s'il le pouvait. Concernant, c'est dans une perspective très nietzschienne que j'accepte la maladie, comme une chose qui est arrivée, qui m'arrive en ce moment, qui peut se reproduire plus tard, mais pas obligatoirement. Mais en tout cas, je suis prête à tout revivre, parce que j'aime la vie. Je dois un peu passer pour une Illuminati, mais c'est la vérité. En quelques mots, avec Schopenhauer, on accepte la souffrance comme faisant partie du lot de la vie. Avec Rousseau, on accepte la souffrance, et on comprend que désirer, c'est gratuit. Ça fait du bien. Et avec Nietzsche, c'est un peu une synthèse, donc on accepte la totalité de son destin, et le seul sens vraiment, c'est la création. Création d'un nouvel homme, le surhomme, qui a accepté totalement l'éternel retour. Pour conclure, je peux te garantir, pour l'expérience que j'ai vécue, que l'art et la philo sont un cocktail détonnant pour se rétablir, se sentir moins seul, accepter certaines limites dues à la maladie, et malgré tout avoir une vie totalement désirable et totalement plus que vivable, vivante. L'art et la philo contiennent des clés pour survivre, pour vivre. On donne une forme à ce qui n'a pas de forme, on exprime quelque chose qui ne peut pas être exprimé autrement. La philo peut te servir à niquer le conformisme de la doxa, donc de l'opinion courante, des préjugés, de la stigmatisation, et faire ton propre chemin, indépendamment. L'art et la philo sont des super portes vers l'apaisement, le rétablissement, l'acceptation et la construction d'un projet de vie épanouissant. À lundi prochain, on parlera rétablissement.